Il y a des moments où la plus grande douleur ne nous est pas infligée par des étrangers, mais par ceux que nous avons le plus aimés. Pourquoi un fils dévalorise-t-il sa mère? Cette question ne sème pas seulement la discorde dans les familles, mais révèle aussi l'une des vérités les plus complexes sur la psyché humaine. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger ensemble dans les profondeurs de la psychanalyse pour comprendre pourquoi de telles relations douloureuses apparaissent. Vous découvrirez comment les conflits internes, les attitudes culturelles et les parts d'ombre de la personnalité mènent à un comportement aussi destructeur. À la fin de cette analyse, vous comprendrez non seulement les mécanismes psychologiques, mais vous aurez aussi une vision plus claire de la complexité des liens humains. Commençons par une vérité que Carl Jung a autrefois comprise. Ce contre quoi nous luttons chez les autres est souvent le reflet de ce que nous ne pouvons accepter en nous-mêmes. Lorsqu'un fils adulte manque systématiquement de respect à sa mère, nous ne parlons pas d'un élan momentané d'impatience ou d'une déception passagère. Nous parlons d'un schéma systémique de dévalorisation, profondément enraciné dans les structures inconscientes de la psyché. Cette dureté ne naît pas de l'indifférence, mais au contraire, d'un excès de lien émotionnel qui n'a jamais trouvé de résolution saine. Jung nous a appris que la mère dans la psyché du fils n'est pas simplement une personne, mais un archétype. Elle symbolise la source originelle, la sécurité, mais en même temps, la dépendance. Quand un fils entre en confrontation avec sa mère, il ne lutte pas seulement contre une personnalité concrète, mais contre tout le spectre de ses expériences émotionnelles les plus précoces. Il lutte contre le souvenir de sa propre impuissance, de ses besoins et de sa vulnérabilité initiale. La dévalorisation devient le langage d'un sentiment puissant qui n'a pas trouvé d'autre forme pour s'exprimer. Imaginez un enfant qui n'a jamais appris à nommer ses sentiments complexes envers sa mère. Devenu adulte, il ne peut les exprimer que par un comportement destructeur. L'amour, qui semblait trop dévorant, se transforme en colère. La gratitude, ressentie comme un lourd fardeau, devient de l'antipathie. Le désir de proximité se mue en une distanciation marquée. Cette dynamique se manifeste de manière particulièrement vive lorsque la mère montre des signes de faiblesse. Quand elle vieillit, quand elle a besoin d'aide, la répartition initiale des rôles s'inverse. Le fils, qui avait autrefois besoin de soutien, se retrouve soudain en position de force. Mais au lieu de traiter ce changement avec compassion, il répond par une opposition inconsciente pour toutes les années où il a lui-même été en position de dépendance. Carl Jung a noté que nous réprouvons souvent ce qui nous ressemble le plus ou ce qui nous rappelle nos propres faiblesses. La mère, qui a consacré toute sa vie à son fils, devient le miroir de son propre besoin d'attention. Son amour lui rappelle qu'il a autrefois entièrement dépendu d'elle. Sa fierté pour lui le met face au fait que sa personnalité est en partie construite sur son dévouement. C'est ici que se cache l'une des vérités psychologiques les plus profondes. La dévalorisation de la mère est souvent une tentative désespérée de se libérer de cette dette émotionnelle. Par un comportement dur, le fils essaie de créer une distance qui lui semble inatteignable sur le plan émotionnel.
Il croit qu'il ne pourra devenir véritablement autonome que s'il dévalorise la source de sa dépendance originelle. Mais ce calcul ne se vérifie jamais. Chaque attaque contre sa mère est en même temps une attaque contre une partie de lui-même. Chaque manifestation de manque de respect envers elle humilie aussi l'enfant en lui qui a autrefois aimé cette femme inconditionnellement. La dureté se transforme en un cercle vicieux dans lequel le fils s'enfonce de plus en plus dans son propre traumatisme émotionnel. Freud dirait que le refoulement est à l'œuvre ici. Le fils refoule ses sentiments positifs envers sa mère car il lui semble trop menaçant. Il menace son image d'homme indépendant et fort, et c'est pourquoi ce qui est refoulé revient sous forme d'agressivité. L'amour, qu'on ne laisse pas être, se transforme en une volonté de détruire la relation. Considérons cela plus en détail. Quand un fils rabaisse sa mère, il parle souvent le langage de la projection. Il projette sur elle ses propres faiblesses, ses peurs et ses désirs inassouvis. La mère devient le bouc émissaire de toutes ses propres imperfections. On l'accuse d'être trop attaché, alors que lui-même n'a pas appris à établir des limites saines. On la présente comme une manipulatrice, alors que lui-même est incapable de parler honnêtement de ses besoins émotionnels. Ces projections sont souvent si fortes que le fils cesse de percevoir la mère réelle. Il ne voit qu'une image déformée qui reflète ses propres conflits internes. La femme vivante et complexe disparaît derrière l'ombre de ses propres batailles psychologiques. Jung a également enseigné que l'ombre contient tout ce que nous n'acceptons pas en nous. Quand un fils dévalorise systématiquement sa mère, il lutte souvent contre les qualités qu'elle possède et qui existent aussi en lui, mais qu'il ne peut accepter. Son émotivité est critiquée parce qu'il a peur de ses propres sentiments. Sa sollicitude est tournée en ridicule parce qu'il ne peut admettre son propre désir de lien affectif. La tragédie réside dans le fait que cette lutte maintient un lien qui aurait dû se transformer depuis longtemps. Le fils qui rabaisse sa mère est, paradoxalement, toujours fortement lié à elle. Il se bat si ardemment contre elle parce qu'émotionnellement, il ne l'a jamais quittée. L'agressivité devient une forme pervertie d'attachement. C'est ici que se révèle une autre dimension de cette dynamique, la peur de l'individuation. Jung décrivait l'individuation comme le processus par lequel une personne trouve sa véritable essence. Ce processus exige une séparation des parents, mais une séparation qui respecte les deux parties. Le fils qui dévalorise sa mère n'a jamais accompli cette séparation. Il est coincé au stade de la rébellion, caractéristique de l'adolescence. Mais ce n'est pas la saine rébellion d'un adolescent qui teste ses limites. C'est la rébellion acharnée d'un adulte qui n'a jamais appris à développer son autonomie de manière mature. La dévalorisation de la mère devient un rituel par lequel il tente sans cesse de se prouver qu'il est libre, alors qu'en réalité, il reste prisonnier de ses propres schémas inconscients. La mère, dans cette dynamique, devient une figure tragique. Elle a souvent consacré toute sa vie à l'éducation et aux soins, pour finalement voir son dévouement récompensé par du mépris. Cependant, elle n'est pas non plus exempte d'une contribution inconsciente à cette relation. Parfois,
elle a elle-même du mal à laisser partir son fils. Parfois, elle s'accroche au rôle de mère parce qu'elle a défini toute son identité à travers lui. Jung comprenait que dans toute relation destructrice, les deux parties contribuent inconsciemment à maintenir cette dynamique. Une mère qui se laisse dévaloriser à plusieurs reprises peut envoyer des signaux non-verbaux qui renforcent ce traitement. Elle adopte la position de la victime parce qu'elle croit que c'est le seul moyen de maintenir un lien avec son fils. Mais une telle acceptation est aussi l'expression de conflits psychologiques non résolus. Une mère qui se laisse systématiquement rabaisser n'a peut-être jamais appris à s'estimer en dehors de son rôle maternel. Elle sacrifie sa dignité parce qu'elle croit que l'amour exige des sacrifices. Elle confond l'abnégation avec le dévouement. Cependant, la vérité est qu'un tel sacrifice n'aide pas le fils. Au contraire, il renforce son mépris, car il lui montre qu'il a du pouvoir sur elle. Une personne qui ne se respecte pas a du mal à gagner le respect des autres. Une mère qui ne fixe pas de limites apprend à son fils à abuser de cette absence de limites. C'est là toute la tragédie de la complexité de la psyché humaine. Les deux parties sont piégées dans des schémas inconscients dont elles n'ont pas conscience. Le fils se bat contre une mère qui, sous la forme contre laquelle il se bat, n'existe pas réellement. La mère aime un fils qui interprète son amour comme une faiblesse et la punit pour cela. Cette dynamique se transmet souvent de génération en génération. Le fils qui dévalorise sa mère a peut-être vu comment son père traitait sa propre mère. Il reproduit inconsciemment les schémas appris dans l'enfance. La dévalorisation de la femme devient un modèle de comportement appris, perçu comme la norme. En même temps, la mère qui se laisse rabaisser a peut-être elle-même grandi dans un environnement où le respect de soi n'était pas encouragé. Elle transmet à son fils ce qu'elle n'a pas appris elle-même, l'art de s'estimer et de se protéger. C'est ainsi que se perpétue un cycle de destruction émotionnelle qui ne peut être brisé que par un travail conscient sur les schémas inconscients. Cela exige du courage des deux côtés, le courage de reconnaître et d'intégrer leur propre part d'ombre. Un autre facteur décisif dans cette dynamique destructive est ce que l'on pourrait appeler une blessure narcissique. Quand le fils grandit et fait face à ses propres imperfections, la mère peut devenir pour lui un témoin menaçant de ses faiblesses. Elle l'a vu dans ses moments les plus vulnérables. Elle connaît ses peurs, ses larmes, sa dépendance infantile. Pour un homme qui essaie de maintenir une image de force et d'invulnérabilité, ce témoignage devient une menace insupportable. La mère n'est plus perçue comme une protectrice aimante, mais comme une menace pour son image fragile du moi. Son existence lui rappelle qu'il a été un jour petit, impuissant et dans le besoin. Jung décrirait cela comme un conflit entre la persona et l'ombre. La persona est le masque que nous montrons au monde, tandis que l'ombre contient tout ce que nous n'acceptons pas en nous. La mère devient un symbole vivant de l'ombre, car elle incarne le souvenir du côté vulnérable et dépendant du fils. Cette dynamique narcissique est aggravée par des facteurs culturels. Dans notre société, on attend des hommes qu'ils soient indépendants, forts et émotionnellement réservés.
Un homme qui parle ouvertement de son amour pour sa mère ou qui apprécie sa sollicitude est souvent perçu comme manquant de virilité. Ces attentes sociales poussent de nombreux hommes à nier leurs liens émotionnels naturels. La dévalorisation de la mère devient alors une forme pervertie d'affirmation de soi. Le fils croit qu'il ne peut prouver sa virilité qu'en rabaissant la sollicitude féminine. Il confond la dureté avec la force et l'indifférence avec l'autonomie. Cette confusion est particulièrement visible lorsque la mère a besoin de soutien émotionnel, quand elle est malade, quand elle vieillit, quand elle demande de l'aide. Le fils réagit souvent par le détachement ou même le mépris. Sa faiblesse le confronte à sa propre finitude, à sa propre vulnérabilité. Au lieu d'accepter cette réalité, il projette sa peur sur elle et la rend coupable de ses propres angoisses. Freud nous a appris que nous éprouvons souvent de l'aversion pour ce que nous craignons le plus. Le fils qui rabaisse sa mère vieillissante lutte peut-être contre sa propre peur de vieillir, de la dépendance et de la finitude de l'existence. La mère devient le bouc émissaire de peurs existentielles qu'il ne peut affronter. Cette projection est particulièrement douloureuse car elle punit la mère pour quelque chose dont elle n'est pas responsable. On l'accuse de sa propre vulnérabilité, de ses besoins humains naturels. Le fils, qui n'a jamais appris à gérer ses propres faiblesses, fait de sa mère l'incarnation de tout ce qu'il rejette dans la nature humaine. Jung considérait que l'intégration de l'ombre était une partie essentielle du développement psychique. Le fils, qui dévalorise sa mère, n'a jamais accompli cette intégration. Au lieu de cela, il a projeté son ombre sur elle et la combat là où cela lui semble sûr. Mais cette stratégie ne mène jamais à une véritable libération, mais seulement à un approfondissement de la division intérieure. La véritable tragédie est que cette dévalorisation s'intensifie souvent précisément au moment où la mère a le plus besoin d'amour et de soutien. Le fils qui attaque sa mère dans sa vulnérabilité se prive de la possibilité de développer une véritable maturité et compassion. Il reste bloqué à un stade adolescent du développement émotionnel, où la faiblesse ne peut être gérée que par l'agressivité. C'est ici qu'apparaît une autre dimension de l'influence sociale. Dans notre culture, les hommes ne sont souvent pas encouragés à faire preuve de sollicitude ou à assumer une responsabilité émotionnelle. Quand une mère vieillissante a besoin de soutien, de nombreux fils se sentent dépassés et réagissent par le détachement. Ils n'ont jamais appris à prendre soin des autres avec amour, car ce rôle était traditionnellement attribué aux femmes. La dévalorisation devient alors un mécanisme de défense contre la surcharge. Au lieu d'apprendre à offrir un soutien attentionné, le fils rend sa mère responsable du fait même qu'elle ait besoin d'aide. Il la punit pour ses besoins au lieu de reconnaître et de développer sa propre incapacité à prendre soin. Cette dynamique est aggravée par les conditions de vie modernes. De nombreux fils vivent loin de leur mère. Ils ont leurs propres obligations professionnelles et familiales. La distance physique devient souvent une distance émotionnelle et la mère se transforme en une figure abstraite sur laquelle on peut déverser ses frustrations et ses conflits internes. Les technologies,
qui devraient en principe faciliter la communication, deviennent souvent un instrument de dévalorisation. Les messages restent sans réponse, les appels sont ignorés, les visites sont reportées ou carrément annulées. Cette agression passive est souvent encore plus douloureuse que la confrontation ouverte, car elle maintient la mère dans un état d'incertitude et de souffrance silencieuse. Jung nous a appris que derrière chaque réaction émotionnelle forte se cache un complexe inconscient. Le fils qui réagit si violemment à sa mère se bat peut-être contre un complexe maternel qui a influencé tout le développement de sa personnalité. Ce complexe peut inclure à la fois une dépendance excessive et une défense excessive. Certains fils sont si profondément liés à leur mère qu'ils n'ont jamais pu développer pleinement leur propre identité. Ils existent encore dans une relation symbiotique qui menace leur autonomie. La dévalorisation devient alors une tentative désespérée de se libérer de cet enchevêtrement psychologique. Mais au lieu d'opérer une séparation saine, ils choisissent la voie de la destruction. D'autres fils, au contraire, ont développé une défense excessive contre tout ce qui est maternel. Ils craignent toute forme de proximité émotionnelle car ils l'assimilent à une perte d'autonomie. La mère devient une menace pour leur indépendance durement acquise et ils réagissent par une agressivité préventive. Les deux extrêmes montrent que la relation avec la mère n'a jamais trouvé un équilibre sain. Le fils n'a jamais appris à être à la fois proche et autonome. Il oscille entre la fusion complète et le rejet total, sans jamais trouver le juste milieu d'un amour mature. La mère dans cette dynamique est souvent une figure tragique, prise entre ses propres besoins et le désir de maintenir un lien avec son fils. Elle a peut-être construit toute sa personnalité autour du rôle de mère et ne peut pas l'abandonner sans sentir qu'elle perd tout le sens de son existence. En même temps, elle contribue souvent inconsciemment à maintenir la dynamique destructive. Son incapacité à fixer des limites, sa volonté de tolérer la dévalorisation envoient au fils le signal que son comportement dur est acceptable. Elle devient codépendante dans un système qui blesse les deux parties. Jung comprenait que la véritable guérison n'est possible qu'à travers l'intégration de l'ombre et la prise de conscience des schémas inconscients. Pour le fils, cela signifie affronter ses propres faiblesses et peurs, plutôt que de les projeter sur sa mère. Il doit comprendre que la véritable force ne réside pas dans le rabaissement des autres, mais dans la capacité à gérer ses propres vulnérabilités. Pour la mère, cela signifie développer sa propre identité au-delà du rôle maternel et apprendre à se respecter et à se protéger. Elle doit comprendre que le véritable amour signifie parfois fixer des limites claires et refuser de tolérer un comportement destructeur. L'amère vérité est que cette guérison n'est souvent possible que lorsque les deux parties sont prêtes à admettre des vérités douloureuses sur elles-mêmes. Le fils doit accepter que sa dureté est le signe de sa propre faiblesse intérieure. La mère doit reconnaître que son sacrifice entrave peut-être le véritable amour. Cette prise de conscience est douloureuse, mais c'est le premier pas vers la libération. Lorsque les deux parties sont prêtes à voir leurs schémas inconscients, une nouvelle forme de relation peut émerger. Une relation basée sur le respect mutuel
et une autonomie authentique, et non sur la fusion et les projections. Carl Jung nous a appris que les plus grands trésors sont souvent cachés dans les recoins les plus sombres de notre psyché. La dynamique destructive entre une mère et son fils contient également un potentiel de guérison et de transformation profonde. Quand le fils apprendra à intégrer son ombre, il pourra devenir un homme à la fois fort et compatissant. Quand la mère apprendra à se respecter, elle pourra devenir une femme qui aime sans se sacrifier. La dévalorisation qui se dresse aujourd'hui entre eux comme un abîme infranchissable peut devenir le point de départ d'un amour conscient et mature. Mais cela demande du courage, de l'honnêteté et la volonté d'explorer ses peurs et ses désirs les plus profonds. En fin de compte, la question n'est pas de savoir pourquoi un fils dévalorise sa mère, mais comment ils peuvent tous deux sortir de cette ombre. La réponse ne réside pas dans les accusations ou les justifications, mais dans une volonté courageuse de prendre conscience et de transformer ses propres schémas inconscients. Si vous vous êtes reconnu dans ces paroles, que ce soit dans le rôle de la mère ou du fils, sachez que le changement est possible. Le premier pas est toujours la prise de conscience. La prise de conscience que derrière chaque dureté se cache une âme blessée qui cherche à guérir. Jung a dit un jour: « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Les aspects irritants et douloureux de nos relations les plus importantes sont souvent des portes vers notre croissance la plus profonde. La relation avec la mère, avec toutes ses ombres et ses complexités, reste l'une des arènes les plus puissantes pour la transformation psychologique. Elle ne reflète pas seulement des drames personnels, mais aussi les grands thèmes de l'existence humaine: l'amour et l'aversion, la dépendance et l'autonomie, la vie et sa finitude. Si vous écoutez ces mots et sentez qu'ils touchent une vérité en vous, partagez vos pensées dans les commentaires. Racontez-nous votre expérience de relations familiales complexes, similaires, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres analyses profondes de la psyché humaine. Car ce n'est qu'en comprenant nos impulsions les plus sombres que nous pouvons trouver le chemin vers notre lumière la plus brillante.